Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, je vais parler de ces sujets-là. Grosse base de données, beaucoup de serveurs, data center, cloud, tout est là. Bon, la slide dit que je travaille chez Les Bons Coins et voilà mon souhait aussi. Je m'appelle Flavio, je suis chez Les Bons Coins depuis 4 ans, presque jour par jour, et je suis lead infrastructure ingénieur. Ça veut dire que je suis là pour casser l'ambiance complètement parce qu'avant moi, il y avait une personne qui parlait de NoSQL, qui les faisait en anglais. Moi, je vais les faire. Je vais parler d'SQL, de bases relationnelles. Je vais parler en français macaronique et tout ça. Donc, si vous êtes là, merci de comprendre ce qui va se passer. Alors, on va commencer. Déjà, je suis ingénieur infrastructure et je vais parler à des développeurs. Je suis au DevOps. Alors, est-ce que vous pouvez lever la main si vous travaillez avec l'infrastructure, s'il vous plaît? Vous êtes nombreux, merci. Voilà, je suis content d'être là. Et pour les devs aussi, merci de venir comprendre un peu ce qu'on fait pour faire tourner vos applications sur le web. C'est ce qu'on fait chez Les Bons Coins. Et quand Les Bons Coins a commencé, avant Les Bons Coins, on va parler un peu de ça. Peut-être que vous, si vous connaissez PHP et vous étiez développeur vers 2004-2005, vous connaissez un peu ces types d'architecture-là. Normalement, on a un petit serveur qui, voilà, il est connecté à l'Internet, d'une façon ou de l'autre, dans une DMZ ou avec un NAT ou quelque chose comme ça. On met un serveur HTTP, un serveur d'application. Quand on parle de PHP, souvent c'est les mêmes. C'est Apache avec un module PHP. Et tout en bas de la stack, là, on voit un serveur de base de données, normalement MySQL. Ça, c'était la stack LAMP, qui existait et qui existe toujours, d'ailleurs. Mais quand on parle un peu d'applications que doit tourner sur le web en 24/7, à minima, on va mettre quelques types de réplications sur cette base de données pour qu'elle soit au dispo. Et aussi, on va séparer les serveurs d'application du serveur HTTP. On va mettre quelque chose sur les bords d'Internet pour contrôler un petit peu un pare-feu ou quelque chose comme ça, pour contrôler un petit peu la sécurité de notre application. Mais ça fait une application qui marche sur l'Internet, qui existe de nos jours et qui est un peu partout, spécialement pour ceux qui commencent un petit business ou qui commencent à déployer leurs choses sur le web. Et Le Bon Coin n'était pas différent à 2009. Je travaille là, pas encore là, voilà, mais mes collègues qui sont là depuis toujours, ils m'ont dit, voilà, c'était comme ça Le Bon Coin. La seule différence de la stack précédente, c'est ces petits téléphones-là. Quelqu'un connaît ces téléphones, pas l'éléphant bleu, c'est l'éléphant de Postgre, voilà, de PostgreSQL, mais ces téléphones gris, qui les connaît? Je n'ai pas entendu parler, personne ne les connaît. C'est Zlony. Qu'est-ce que Zlony? Zlony, c'était un système de réplication primitif qui était disponible pour Postgre, parce qu'à cette époque-là, Postgre n'avait pas de réplication native. Donc, on utilisait un mécanisme externe qui utilisait des triggers dans les tables. Voilà, et à chaque fois qu'il y avait une modification de cette table, ces triggers remplissaient une espèce de table de file d'attente, et il y avait un démon externe, que c'était Zlony, justement, qui copiait les données vers l'autre instance de base de données. Et ça pose pas mal de problèmes, déjà. Parce que quand on parle de ça, on met des triggers. Ça peut nourrir la performance, surtout des écritures. Et en plus, il était un peu fragile. Donc, si on met une nouvelle table, on peut oublier de jouer les scripts que met à jour les triggers, etc. Donc, on peut avoir pas mal de problèmes. Mais, OK, ça marche. Et c'est ce qu'on avait à l'époque. Mais cette stack commence à grandir. On met plus de serveurs d'application parce qu'on a plus d'utilisateurs. Le Bon Coin grossissait à cette époque-là. L'audience, elle était magnifique. Donc, on mettait plus de serveurs pour tenir la charge. On mettait plus de serveurs d'application. Voilà. On mettait plus de liens Internet pour aller plus vite. Mais côté base de données, c'était un peu limité. Parce qu'à cette époque-là, Postgre n'était pas très scalable.
Donc, on mettait des serveurs plus gros, plus grands, des serveurs plus puissants. Et on conservait quand même la réplication avec Zlony, parce que c'est ce qui était disponible, mais on faisait déjà quelque chose de sympa. On distribuait la charge sur les serveurs stand-by, les serveurs qui recevaient les modifications, et on pouvait distribuer un peu la charge de lecture. Bon, quand on est un site web, il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Et ça marche, ça marchait, voilà. Et à cette époque-là, on était déjà un site qui cartonnait en France et tout, on ne pouvait pas tomber en panne, quoi. Donc on avait un serveur stand-by de réserve, un SPAR. Ce serveur-là, il ne reçoit pas de charge, mais si mon serveur, à l'époque on utilisait cette nomenclature, on n'utilise plus du tout, à l'époque ça s'appelait master. Si les masters tombent, on bascule vers les stand-by, voilà, des SPAR. Et comme ça, je garde la possibilité de continuer à servir mes utilisateurs de la même façon, sans perdre la performance. Mais le Boncoin a évolué. Et avec l'évolution du Boncoin, on a dû rajouter des éléments de l'infrastructure. Du coup, à droite, là, c'est exactement la même infra de la slide précédente, mais j'ai dû ajouter une petite stack là, de BI, parce qu'on avait besoin de connaître nos utilisateurs et savoir ce qu'ils font avec notre site pour étudier et comprendre notre métier et servir les utilisateurs de la meilleure façon possible. Et pour faire ça, rien de mieux que faire. Donc, il y a un serveur ETL là au milieu qui vient choper les données dans les bases de données transactionnelles qui servaient au site et qui alimentait une base de BI OLAP à côté, qui c'était du Postgre aussi déjà à l'époque. Et ça marchait très bien. Mais, malheureusement, il y a des problèmes. Et le Boncoin, à cette époque-là, a subi un gros incident. Et il y a même une conférence de mon directeur qui l'explique le jour où il est arrivé chez les Boncoin, qu'il a dû commencer 2 jours avant parce que tout est tombé, toute l'infrastructure est tombée, parce que Zlony ne marchait pas bien. Il explique ça. Tout ce qu'il a passé, les problèmes qu'il a eus, comment il a dû reconstruire les stand-by, il a dû demander du secours à des sociétés, des prestations de services Postgre et tout, mais voilà, les Boncoin a subi quand même presque 3 jours de downtime. Et ça, c'était cette époque-là, environ. Et voilà, qu'est-ce que le Boncoin aujourd'hui? Donc, on a 29 millions d'utilisateurs uniques par mois, c'est-à-dire la moitié de la France, presque. Et on a les chiffres, je pense que les plus étonnants, là, c'est qu'on a 800 000 nouvelles annonces par jour. Et donc, notre infra, elle doit comporter toute cette charge. Et en plus, on a de plus en plus de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées au site chaque jour, ou des microservices qui doivent évoluer avec les besoins des utilisateurs et tout ça. Donc, on ne peut pas conserver cette infra-là. Ça ne marche pas. Donc, où on est aujourd'hui? C'est quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? En fait, l'infrastructure n'est pas complète là. Je n'ai pas mis tous les serveurs Postgre qu'on a, je n'ai pas mis tous les front-ends, etc. Mais sachez que là, au milieu, il y a un cluster Kubernetes avec des microservices qui sont écrits en Go chez nous. Et la plus grande partie des infrastructures, des bases de données sont aujourd'hui dans les clouds. Avant, à cette époque-là, tout ça tournait dans des data centers qu'on avait, des salles qu'on louait, on sous-louait chez des opérateurs de data centers, voilà, et on avait 2 pour la disponibilité et réplication de canaux des fibres optiques partout, voilà. Et aujourd'hui, presque tout tourne dans des clouds. Et une partie de l'infra, en particulier ces serveurs-là qui sont au beau milieu, là, il y a quelques-uns qui restent dans un de nos data centers parce qu'il y a quelques services legacy qu'on a décidé de ne pas migrer, voilà, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Et tout. Donc, on a gardé quand même une partie de nos services dans un data center classique. Mais on a fait cette migration vers les clouds. Et cette migration a eu lieu il y a environ 1 an et demi, en plein milieu de la crise Covid, et tout s'est bien passé, parce que le site n'a pas subi de downtime. Les sites, les Boncoin, si on regarde les détecteurs de downtime, voilà, il n'y a pas de problème.
Et cette même présentation-là, je l'ai faite en 2019. Et ces panoramas-là, il était complètement différent. Plus que la moitié de serveurs, ils étaient encore dans les data centers. Donc, j'avais des réplications entre les data centers et les clouds, etc. Ça a bougé. Si quelqu'un a regardé cette presse-là, c'était les PGD Paris 2019. Il est sur Internet. Vous pouvez regarder. C'est en anglais. Vous pouvez regarder. Vous allez voir qu'il y a des petites différences entre cette presse et celle-là. Bon, mais comment ça marche notre stack aujourd'hui? Donc, on a un data center avec quelques serveurs qui restent là. On utilise un cloud provider, c'est AWS. On a plus de 2000 machines virtuelles. Notre pic de débit sortant, c'est des 20 gigabits par seconde. Voilà, une petite fibre optique free, hein, ça va. Et notre plus grosse base transactionnelle fait 6 teraoctets. Mais c'est la plus grosse base transactionnelle. On a des bases de BI ou des bases d'archivage ou des bases d'historisation qui dépassent les 20 Tera. Et c'est tout du Postgre. Voilà, d'autre que ça, on a 300 millions d'images qui sont stockées sur des espèces de CDN qu'on a. Et notre équipe technique dépasse aujourd'hui 250 personnes, sans compter le reste du groupe. Et comment on fait ça? Donc, Flavio, tu as tout ça, toute cette base de données, toutes ces bases de données, tous ces microservices, comment ça se passe? Donc, voilà, on a des stacks pour déployer les choses. Les composants qui sont à gauche sont les composants classiques, des composants que vous allez trouver plutôt sur les data centers. C'est Netbox et Collins. Ces deux composants-là, ce sont deux services que tu installes dans ton data center et qui font l'inventaire et contrôlent des machines physiques. Donc, Netbox, c'est l'inventaire. Là-dedans, on va trouver toutes les machines, les numéros de série, les MAC adresses, etc. Et Collins, il va servir de petits premiers boots qui permettent les machines de bootstrapper une fois qu'on les branche sur le data center. Voilà. Ça marche parfaitement. C'est une espèce de tentative de cloudifier les data centers. Et pour notre legacy, tout ce qui est service qui est avant migration AWS, même ceux qui ont migré, ils restent avec l'automatisation avec Puppet. Donc, la partie des configurations de la machine, la mise en place de la machine, virtuelle ou réelle, tout ça c'est fait avec Netbox et Collins. Et la configuration du système d'exploitation et des services qui sont dedans sont faites par Puppet. Et à droite, là, les amateurs de choses modernes vont comprendre, pour du cloud, on utilise Terraform. C'est plutôt l'outil de choix de tout le monde qui part vers les clouds, parce que Terraform il permet de déployer tout ce qui est machine virtuelle ou service managé sur les clouds. Et n'importe quel cloud, hein, il marche pour AWS, Azure, GCP, OpenStack, etc. Et une fois que les ressources sont déployées dans les clouds, voilà, on a un Ansible pour la configuration interne de tout ce qui est système d'exploitation et tout ce qui est les services qui sont dans les instances. À savoir aussi qu'Ansible est un vrai couteau suisse parce qu'il ne sert pas que aux machines virtuelles, mais aussi aux services managés. Donc, j'utilise Ansible, par exemple, pour déployer les bases de données RDS, parce qu'il peut travailler dans un serveur local et faire les appels. Voilà. Mais quand on était chez le data center, voici une des machines, quand je disais que la machine avait grandi, là, verticalement, parce qu'on ajoutait de ressources. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on rajoute des trucs horizontalement. Voilà, on rajoute des serveurs pour avoir plus de perf, plus de capacité. À cette époque-là, on mettait des machines plus grosses. Et cette machine-là, c'est une Dell 370, je pense. Voilà. À l'époque, elle coûtait un petit $1 million. Et là-dedans, il y a 2 Tera de RAM, je ne sais pas combien de disques et tout ça, et 4 cartes réseau de 2 gigabits chacune. Voilà. C'était une machine bien costaud. Et c'est ce qu'on avait besoin pour faire tourner une base de données de façon fiable dans un data center. Ah, mais Flavio, tu avais la réplication, Flavio. Ça ne suffit pas? Non. Malheureusement, si on ne met pas une machine fiable, on va basculer tout le temps. Parce que la machine elle va tomber en panne. Et pire, on peut avoir des corruptions de données. Et corruption de données, ce n'est pas rigolo. Donc, voilà, on mettait du hardware qui est de pointe, top de gamme,
avec la garantie constructeur, parce que ces machines, il y a tellement de complexité dedans que ça tombe en panne toujours, même avec la bonne qualité. Ça mange plus qu'une maison de 5 personnes tout seul. Il y a du cache avec batterie, parce que s'il y a une panne, il faut que les caches soient capables d'être bien conservés pour être stockés sur du disque. Les barrettes des RAM, elles ont des corrections d'erreurs. Et ça, pour les bases de données, c'est très critique. N'importe quel type de base de données, hein. Postgre, Oracle, MySQL ou même les non-SQL, si les barrettes des RAM n'ont pas de corrections d'erreurs, vous allez avoir de la corruption. Voilà. Parce que toute base de données stocke pas mal de données en cache sur la RAM. Et après, elle fait ce qu'on appelle les checkpoints ou les stages de ces caches sur les disques. Voilà. Et si la RAM n'a pas de correction d'erreur, c'est mort. Corruption certaine. Comme je disais, carte réseau de très haute performance. Il y a au moins une vingtaine de ventilateurs dedans, ça fait un bruit d'enfer. Et en plus, il y a tout un système d'alerting et monitoring de chaque composant de cette machine qui nous remonte sur des écrans qu'on peut regarder, qui fait des alertes, qui peut nous appeler en instant, tout ça. Donc voilà, quand on travaille avec un data center classique, c'est cher et c'est compliqué. Parce qu'il faut qu'une personne ou plusieurs personnes, une équipe, s'occupent de maintenir ces machines-là, de regarder les alertes, d'appeler les tiers qui vont intervenir dessus. Voilà. Donc, c'est très, très compliqué. Donc, on fait la migration vers les clouds. C'est simple, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si on parle de disponibilité, il faut qu'on fasse de la réplication de données. Ça, c'est obligatoire. Donc, si on est en data center ou machine virtuelle EC2, c'est la machine virtuelle classique de AWS, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait la réplication intégrée de Postgre. Aujourd'hui, il a la réplication intégrée, ça c'est pas mal. Et avec RDS, c'est la base de données Postgre managée par AWS, il y a ce qu'on appelle les cold standby, c'est-à-dire qu'elle garde une instance froide, étante, dans un autre data center, c'est ce qu'ils appellent les availability zones, les AZ. Et si la machine qui tourne tombe en panne, elle démarre rapidement le stand-by et qui prend le relais de l'autre côté. Voilà. Ou même si on perd toute une zone de disponibilité, AWS est capable de faire cette bascule-là automatiquement pour nous, on ne voit même pas. On voit 10 secondes de downtime et c'est fini, quoi. C'est rapide. Et les plus importants, c'est la distribution géographique. Donc on ne peut pas avoir, on va faire de la réplication dans les mêmes data centers, non, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert bien sûr à la distribution de charges, etc. Mais pour de la disponibilité, un data center peut tomber entièrement en panne, ça nous est déjà arrivé. Ou sinon, on perd. Vous connaissez ceux qui sont du réseau. Qui fait du réseau, là? Il n'y a pas beaucoup, je pense. Personne. Bon, ceux qui connaissent le réseau, vous connaissez la pelleteuse. C'est les plus grands amis des réseaux informatiques. Voilà. Et à chaque fois qu'ils décident de creuser un trottoir, ils vont certainement casser un câble des fibres optiques avec un millier de clients dedans. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc voilà. Si on ne distribue pas les choses géographiquement, on n'a pas de l'autre disponibilité. Et ça, AWS le fait très bien parce qu'ils ont 3 data centers à Paris, ou sur d'autres régions qu'ils appellent les régions Paris, région Francfort, région Irlande. Aux États-Unis, ils ont une vingtaine de régions. Chacune est composée de au minimum 3 zones de disponibilité, ou data center. C'est leur jargon. Et quand on fait streaming avec Postgre, il faut utiliser des trucs récents de Postgre, c'est-à-dire les slots de réplication qui contrôlent les journaux que chaque standby a besoin. Donc, si un standby tombe en panne, pas de souci, le serveur qui envoie soit le primaire, soit le secondaire qui fait réplication en cascade, il garde les journaux de transaction nécessaires pour que quand ce serveur-là revient à vie, il va continuer à travailler sans aucun souci. Donc, les bases de données modernes et transactionnelles, ils ont ce genre de fonctionnalités. Il faut les utiliser. Et en plus, les bases de données, quand elles font de la réplication, il y a beaucoup de données qui passent par la fibre. Donc, il faut avoir soit du multipath, des réseaux, c'est ce qu'on appelle les bonding, on met plusieurs cartes réseau pour de la bande passante. Et quand on fait la réplication entre un data center et AWS, il faut utiliser les Direct Connect. Le Direct Connect,
C'est un service d'AWS qui branche une fibre optique directe entre ton data center et leur data center. Donc, ça fait une liaison de très haute capacité, très basse latence entre les data centers et AWS et les clouds. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la migration. Ça, c'est bien passé. Et si il y a vraiment beaucoup de données, genre des pétabytes de données, normalement, il y a un autre service qui, littéralement, ils prennent des disques. C'est sérieux, ça? Voilà, c'est une espèce d'une boîte avec des disques dedans qu'on met dans le réseau de notre data center, on copie les données dedans, et on l'amène à AWS, ils vont brancher sur le data center et recopier. Voilà. Il y a un nom, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Snowball. Voilà. Mais ça marche. C'est un peu comme les pigeons messagers. Voilà. Si on met une petite carte SD d'un Tera, ça peut aller plus vite que copier via DSL. Hein. Croyez-moi. La latence n'est pas bonne, mais la bande passante, elle est géniale. Alors, si on a plusieurs bases de données, plusieurs serveurs de bases de données en mode de réplication, on peut faire du load balancing. Et un des prérequis pour les services les plus critiques du Boncoin, c'est avoir un spare, c'est avoir une machine de réserve, parce que souvent, on a, disons qu'on a 4 machines, comme ça. Les 3 machines, le primaire là, c'est comme ça qu'on appelle master aujourd'hui. Hein. C'est fini, master slave, ça n'existait plus. Donc les primaires qui prennent la charge d'écriture, qui est son endpoint d'application d'écriture et lecture, on réplique vers 2 stand-by en bas ou secondaires qui on va brancher sur un autre balanceur, et l'application peut faire la lecture ici. Et ces 3 serveurs-là, ils tiennent bien la charge. Par contre, si un serveur tombe, je vais avoir des problèmes de perf. Donc je garde un stand-by spare qui a la même capacité des autres, mais il n'a pas de charge. Et je l'utilise souvent. Il suffit, sur AWS, ça arrive toujours, l'instance est tombée en panne, voilà, je bascule la charge vers l'espace, c'est fini. Pas de problème, j'ai le temps de reconstruire l'autre serveur, il n'y a aucun souci. Du coup, qui parle de base de données, parle de backup. Bien sûr que vous le faites. Hein. Je suis sûr que vous le faites. Je dois m'inquiéter? OK. Donc voilà, pgdump, c'est un des types de backup ou sauvegarde Postgre qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle une sauvegarde logique. Parce que pgdump, ce qui sort, c'est un fichier SQL qui permet de reconstruire ta base de données sans aucun problème du zéro. Ce qu'on fait chez les Boncoin, on fait toutes les nuits, où la base elle est vraiment énorme, en quantité de données, et ça met plusieurs heures pour terminer, on fait weekly. Ça suffit, parce qu'on a d'autres sauvegardes, je vais montrer tout de suite. Si une base de données est une base d'archivage, les bases de Tera, plusieurs dizaines de téraoctets, on ne fait pas de pgdump, tout simplement parce que c'est trop lent, ça peut mettre des semaines à faire des pgdump, ça ne sert à rien, donc on ne fait pas. Et c'est de l'archivage, si on la perd, il y a plusieurs sauvegardes, donc on n'a pas besoin. Si on travaille avec pgdump, le plus intéressant, c'est d'utiliser les modes directory. Pourquoi? Ça permet de faire des dumps et restore en parallèle. Parce que pgdump, il a 3 modes. Les modes de texte pur, c'est un fichier SQL, ça n'a pas du tout de scalabilité. Donc, c'est des single threads pour les dumps et pour les restores. Donc, c'est super lent. Si la base dépasse une cinquantaine de gigas, ça prend des heures à restaurer, ça ne sert à rien. Il y a les modes custom, c'est déjà pas mal. Il permet les dumps en single thread, mais le restore, il peut paralléliser. Et le mode directory, il fait les deux. Voilà. Et ce qui est intéressant du mode directory et du mode custom, c'est que les deux peuvent être reconvertis en SQL, mais pas du SQL vers les autres. Donc, je recommande à tout le monde qui travaille en infrastructure d'utiliser les modes directory. Tous ces sauvegardes sont chiffrées et envoyées vers S3. La rétention des sauvegardes, ça dépend de la RGPD. Il y a des règles bien strictes. Il y a des bases qu'on doit garder grand max 15 jours, 14 jours. Il y a des bases qu'on peut garder 2 mois. Il y a des bases qu'on peut garder 1 an, mais pas plus. Voilà, c'est un peu ça, la rétention de nos sauvegardes. Et comment ça se fait chez les Boncoin? C'est simple. Là, il y a
4 bases de données, mais on a plus de 200 aujourd'hui. Donc, il y a un serveur qui s'occupe de ça. C'est un serveur de dump qui est super protégé parce qu'il a accès à l'ensemble des bases de données. Il fait les dumps, il chiffre les données, il fait l'envoi vers un bucket S3, qui est dans la région Paris, c'est la région 1. Mais, vous savez que le pire peut arriver. J'ai déjà vu ça arriver chez AWS, qu'une région entière tombe en panne. C'est arrivé à San Francisco. 4 data centers sont tombés en carafe. Voilà. C'est les jours où la moitié de l'Internet est morte. Je pense qu'il y avait Netflix ne marchait plus. Qui d'autre là? Toutes les grandes sociétés Netflix profite beaucoup du cloud. Voilà. Il n'y avait que Google et AWS qui marchaient. Voilà. Ces jours-là, c'était les 4 data centers de la région San Francisco. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est répliquer toutes les sauvegardes vers une autre région de disponibilité. Je ne vais pas ouvrir lesquelles pour des raisons de confidentialité, mais voilà, sachez que si vous avez votre annonce chez Les Bons Coins, elle est bien sauvegardée, quoi. Voilà. Vous n'allez pas la perdre. Voilà. Est-ce qu'une sauvegarde sert à quelque chose si on ne la teste pas? Non. Du coup, si on ne teste pas, on ne sait pas si elle marche. C'est bizarre, les sauvegardes. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, mais putain, il faut tester en plus. OK, d'accord. Voilà. Donc, c'est obligatoire. Et pourquoi on doit tester à la remontée d'un pgdump? Parce que c'est là qu'on trouve des corruptions. Un pgdump, il peut marcher si la base est corrompue, logiquement, c'est-à-dire une clé étrangère qui ne correspond pas, le pgdump va passer voilà, tranquillement. Mais au moment de restaurer, on va avoir une erreur de restauration des clés non respectées. Voilà, c'est pour ça qu'on doit tester, une des raisons. La deuxième, la procédure de restauration que personne ne teste. Donc là, on teste, voilà, parce que comme ça, on sait qu'on sait restaurer. Voilà. Il y a pas mal, je connais énormément d'incidents informatiques. Les gens disent, mais j'ai la sauvegarde. Mais elles ne sont pas exploitables. D'accord. Voilà, on teste. Du coup, c'est là qu'on trouve des bugs. Et un gras, les temps à restaurer. Parce que là, quand tout tombe en panne, c'est là que vous avez au moins 5 directeurs derrière toi qui demandent « Mais combien de temps pour mettre les sites en ligne de nouveau ?» Voilà. Avec des tests, on va savoir, monsieur, dans 2 heures, ça sera disponible, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, je plaisante un peu sur ces slides parce que justement, cette slide, elle est très importante. Ensuite, on a les backups physiques. Ah, ça se fait, Flavio? Oui, ça se fait, mais quelle est la différence entre un pgdump et un backup physique? Un backup physique, on copie les dossiers de données d'une base de données directement et on la stocke quelque part. Eh, mais ça marche? Oui, ça marche. Toutes les bases de données transactionnelles, elles ont des fonctionnalités qui vous permettent de faire ça à chaud, sans avoir besoin de couper rien que ce soit. Donc, comment ça se fait? On copie les données chaudes, qui bougent tout le temps, les fichiers comme ils sont, voilà, et les journaux de transaction. Avec les journaux de transaction, on peut reconstruire un dossier de données qui est inconsistant. Les journaux de transaction le permettent, s'ils sont rejoués, de rendre consistant un dossier de données. Ça marche très bien. Et en plus, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Point in Time Recovery, qui me permet de restaurer à une seconde précise. Et ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Un développeur qui a joué un script mal foutu, qui a détruit une base de données entière. Et j'ai pu restaurer sa base de données jusqu'à 1 seconde avant le moment qu'il a joué ces scripts-là. On a perdu presque 0 données. Et ça, c'est cool. Si on travaille avec des pgdump, les pgdump sont faits 1 fois par jour ou 1 fois par semaine. Donc, je peux potentiellement perdre une journée entière de boulot ou une semaine entière de boulot. C'est pas cool. Donc voilà, comment ça marche? Au data center, on avait un outil qui s'appelle Barman, qui rend plus facile. On peut faire ça avec des scripts manuels et tout, mais il y a des outils qui font ça. Il y a Barman, PG Bartman, PG Backrest, PG Pro Backup. Il y a plusieurs, mais bon, on a choisi Barman pour les data centers. Et sur les clouds, il y a Walji, qui est l'évolution de Wall-E. Oui, il y avait un outil qui s'appelait Wall-E, qui était basé sur les noms du robot, là, du film, etc. Mais bon, l'évolution, c'est à Wall-E parce qu'il écrit en Go. Et Walji, il envoie directement
les sauvegardes VRS3 ou autres stockages. Je crois qu'ils supportent 5 ou 6 types de stockage de cloud. Voilà. Ça marche très bien. Et ça fait des alertes et tout ça quand il y a des problèmes et tout ça. Voilà. Comment on fait des base backup? Qu'est-ce que base backup? C'est la première copie. Parce que pour un PITR, je dois stocker la copie et les journaux. Donc, pour les bases qui sont petites, j'ai fait tous les jours. Parce que c'est rapide. Jusqu'à 100 gigas, le backup dure 5 minutes. Hein. Aujourd'hui, avec la perf d'aujourd'hui, les réseaux et tout ça. Si la base elle fait entre 100 gigs et 1 Tera, j'ai fait 2 fois par semaine. Si ça fait plus d'1 Tera, j'ai fait tous les 15 jours. Et ça, je sauvegarde l'ensemble des bases de données. Même les plus grosses bases de données sont sauvegardées comme ça. Et ça marche très bien. Normalement, les grosses bases de données, elles ont très peu de mouvements, et elles ont très peu de journal. Et les petites bases de données, elles bougent tout le temps et ont beaucoup de journal. Donc, ça fait un équilibre. Ça marche très bien. Aussi, il faut tester, savoir si la procédure fonctionne. Et ça, c'est un truc qui c'est cool d'AWS. C'est que quand on est avec du RDS, la base managée par AWS, ils les font pour toi, c'est automatique, c'est automagique, ça marche tout court. Voilà. Mais il faut leur faire confiance. Alors, il y a de petites astuces pour Barman. Hein. C'est utiliser PG Receiver, PG Base Backup, une sorte de réplication. C'est des outils de base de Postgre, parce qu'il a des fonctionnalités pour les plus anciennes bases. Et les gens qui lisent des tutoriels qui ont 15 ans de Barman, non, il faut mettre à jour, il faut utiliser les fonctionnalités récentes et modernes de Postgre. Et exactement comme la réplication, distribution géographique, même chose, j'envoie les sauvegardes vers plusieurs régions AWS. Si j'ai Barman sur le data center, je l'envoie en copie aussi à S3. Bref, c'est des choses qu'il faut faire attention. Espace disque, c'est toujours énorme pour les sauvegardes. Il faut utiliser des disques pas chers, mais très grandes. Et considérer aussi la rétention. Ces types de sauvegardes PITR physiques, elles servent plutôt à restauration de désastres. C'est différent d'un dump. Un dump, on peut utiliser pour auditing. S'il y a un problème, disons, voilà, une enquête judiciaire, voilà, on peut prendre des PG dump d'il y a 6 mois. Mais pour les sauvegardes physiques comme ça, non, c'est un cas de problème, un cas de perte d'une base de données. Voilà. Bon, comment on monitore tout ça? Pour ce qui est legacy, on a du Ximon. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, je vais montrer un écran tout de suite. Pour ce qui est plus récent et cloud, Datadog, un peu comme tout le monde. Et pour les astreintes, il y a PagerDuty qui nous appelle sur des applications, sur les portables, appelle le téléphone. Et si on ne répond pas, il appelle le directeur. Oui. Spécifiquement pour les bases de données Postgre, on a PGWatch 2. C'est un outil fait par Cybertech. C'est une société qui rend service Postgre. C'est un outil open source libre qui utilise du Grafana comme front-end. Donc, c'est sympa. Là, c'est Ximon. Donc, chaque ligne, c'est un serveur de base de données qui sont dans le data center encore. S'il n'y a pas de problème, c'est vert. S'il y a une alerte, c'est jaune. Et s'il y a un souci, il est rouge. Dans ce cas-là, il me dit que les firmware du serveur n'est pas à jour. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est jaune. Ce n'est pas quelque chose de critique, mais ça m'appelle l'attention, c'est tout. Et si on est sur du Datadog, c'est exactement la même chose, mais plutôt en mode liste. Et là, chaque ligne, c'est une alerte, ce n'est pas un serveur. Et si on clique sur une alerte, parfois, il va montrer plusieurs serveurs. C'est un peu plus hiérarchisé, Datadog. Et pour ce qui est monitoring, donc voilà, on fait des dashboards graphiques avec Datadog. Donc voilà, ça, c'est nos bases de données RDS, sont toutes là. Je peux filtrer par base de données. Je clique ici, j'ai choisi la base de données. Et voilà, il me montre que les chiffres des bases de données. Ici, c'est pour les bases de données legacy qui sont sur les clouds, sur des machines EC2. Donc, j'ai des métriques un peu plus spécifiques parce que c'est nous qui faisons la gestion des systèmes d'exploitation. Donc, on ajoute d'autres métriques que RDS n'ont pas besoin. Et là, c'est l'interface de PGWatch 2. C'est un des dashboards de Grafana. Bon, tout le monde connaît Grafana, c'est assez classique. Hein. Donc, il me montre là
écriture par seconde, quantité de sessions ouvertes, écriture des fichiers temporaires, quantité de transactions. Voilà. À cet instant-là, je faisais 4000 requêtes par seconde, 2600 transactions par seconde sur C. Ça, c'est notre plus grosse base de données transactionnelle. Voilà. Il y a d'autres dashboards. Hein. Je montre juste un exemple. Et ce que je trouve pas mal de PageWatch 2, si vous faites du Postgre, c'est super cool ça. C'est une liste des requêtes qui sont faites sur les serveurs, triées en 3 tableaux. Les premiers tableaux du dessus, c'est la requête par temps total, c'est-à-dire occupation du serveur. J'explique. Au milieu, il y a par temps moyen et en bas, par quantité d'appels. Donc, le tableau du dessus, c'est la multiplication des deux qui sont en bas. Donc, ici, c'est les requêtes les plus lentes, ici, les plus appelées, et ici, les deux ensemble, qui mangent le temps de processing de ma CPU. Voilà. Et si je clique sur une requête, bim, j'ai 2 détails du genre temps moyen, quantité d'appels, temps total, quantité de buffers. Il y a d'autres graphes en bas qui me montrent plein de choses. Et ça, je partage avec l'ensemble des développeurs du Boncoin. Comme ça, ils peuvent regarder leurs requêtes et savoir lesquelles qu'ils doivent optimiser, retravailler, etc. Voilà. Donc, quand on a beaucoup de bases de données, c'est très pratique. Je reviens au schéma initial, juste pour vous parler de Dataflow. Donc, voilà comment ça marche là. Du coup, là, j'ai des clusters Kubernetes et des serveurs classiques. Kubernetes, c'est plutôt des microservices en Go aujourd'hui. Il y a une centaine. Les classiques, c'est des services en PHP-C. PHP-C, il y a quelques petites choses en Java, mais 2-3 trucs en Java ou Python. Voilà. Et donc, tout ça se connecte aux plusieurs bases de données qui sont stockées un peu partout. Et à gauche, là, c'est les clusters de BI. Donc, aujourd'hui, on a un Data Warehouse qui fait 2 pétabytes. Il y a du Redshift, c'est un Postgres as a service d'Amazon qui fait du columnar storage. C'est fait pour du BI aussi. Voilà. Et donc, voilà, les flux de données sont un peu comme ça. Et les BI ils peuvent se connecter parfois sur les bases de données directement ou sur des fils Kafka pour consommer et alimenter le Data Warehouse. Comment ça se fait, la mise à jour de version de Postgres chez les Boncoin? Si c'est du RDS, c'est automatique. Donc, on a mis une plage de maintenance qui tombe toujours dans la nuit. Et dans une dizaine de secondes, AWS fait une bascule vers la nouvelle version sur une deuxième instance si elle éteint la vieille instance. Voilà, c'est comme ça qu'elle fait. C'est super rapide. Et pour les bases de données qu'on gère nous-mêmes en EC2 ou au data center, ce qu'on fait, c'est lecture du release note pour savoir s'il n'y a pas de choses qui cassent les versions précédentes mineures. On parle avec tous les développeurs et on les fait tester avant sur les autres environnements de QA et staging. Ensuite, on bascule tous les stand-by vers la nouvelle version. Et ensuite, à la fin, on fait juste un stop-start du primary. Et comme ça, la version elle est à jour. Tout ça se fait automatiquement. Donc, on a des scripts qui font tout ça avec Ansible. Voilà. Et les sites ne tombent jamais. Jamais parce qu'il y a des contournements et des résiliences pour ça. Quelques microservices, par contre, ils tombent pendant quelques secondes. Disons que vous êtes en train de déposer une annonce. Voilà. Et là, vous cliquez sur « Confirmer ». Et parfois, si c'est le moment que sa base fait un stop-start, une dizaine de secondes, le bouton va répondre « OK » pour vous. Donc, normalement, les utilisateurs ne voient même pas quand on fait une maintenance. Et pour version majeure, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut tester en amont, bien tester, valider, homologuer l'application qui marche avec. Parce que les versions majeures de Postgre, elles ont de nouvelles fonctionnalités. Et rarement, ça peut arriver de casser une fonctionnalité précédente parce que ça a changé un type de données d'une fonction, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut bien tester. Et une fois que c'est testé, on fait en production. Et tout est automatisé aussi. Ça, par contre, pour RDS, c'est plus compliqué. Parce que côté DC et Data Center et EC2, on a des scripts qui sont faits pour nous. Par contre, RDS n'a pas de script pour ça. C'est bizarre, hein?
Du coup, il faut qu'on enlève comment ils appellent les groupes de paramètres, c'est les confs de Postgre, de RDS. Il faut qu'on mette un groupe de paramètres par défaut. Après, on commande la mise à jour, et là, ça dure parfois une dizaine de minutes. Le downtime dure 1 minute environ. Voilà. Parfois, il coupe 2-3 fois. Ça fait un snapshot avant. Bref, c'est quelque chose que AWS fait pire que nous. Ça va, ils peuvent, ils ont les droits. Hein. Mais les sites ne tombent jamais, non plus. Après, je vais passer rapidement par ça, mais il y a des astuces pour faire du near zero downtime, c'est-à-dire on met une réplication logique de PostgreSQL intégrée vers la nouvelle version. Donc, on alimente une nouvelle base de données dans la nouvelle version qui reste en lecture seule. Et les moments qu'on veut, on bascule le DNS, que ça passe vers le nouveau serveur. Voilà. J'ai déjà fait un test, je n'ai pas encore fait un prod, mais ça marche très bien. Mais on n'a pas vraiment besoin. Et ça doit beaucoup vous intéresser, les devs, comment on appelle les DDL, les changements de schéma de base de données, voilà, l'alter table, create table, drop table, etc. On utilise Skitch, parce que Skitch nous permet de versionner avec Git, c'est Gerrit en bas, c'est Git. Hein. Et Skitch, il a des scripts d'aller, des retours, voilà, déployés ou revenir en arrière, et on peut caser la version déployée par Skitch avec la version du microservice qui vient avec. Donc, les développeurs, ils kiffent ça. Voilà, ils sont tous indépendants, tous seuls, ils font ça. Et ce qui est intéressant, les développeurs n'ont pas besoin de taper des commandes directement sur les bases de données. Voilà, Skitch s'occupe de ça. Ils testent tout, partout. Et une fois que c'est bon, ils appliquent en prod et ça passe. Et s'il y a un problème, là, je vais intervenir, mais c'est rare. Donc, en parlant de problème, tout de suite vient la slide incident. Flavio, chez les bons coins, vous n'avez pas d'incident? Oui, il y en a beaucoup. Quels sont les incidents qu'il y a? C'est un grand site, hein. C'est normal qu'il y ait des incidents. Donc, comment ça se passe pour les bases de données? Donc, si on est en data center ou EC2, on a les lags de réplication, les retards de réplication. Ça, c'est quelque chose qui c'est déjà réglé. Hein. Tous ces incidents sont déjà réglés. Normalement, les retards de réplication sont liés à des requêtes super lentes qui tournent sur un standby. Et Postgre, quand il fait le nettoyage avec vacuum sur la table qui est en train d'être répliquée, il ne peut pas appliquer les lignes qui ont été nettoyées sur les standby. Et du coup, il pose la réplication. Ça fait un retard. Donc, pour éviter ça, on contrôle bien l'auto-vacuum. Il y a des configurations spécifiques pour ça. Et on privilégie la requête. Et si la requête est vraiment très, très, très lente, on la passe vers un standby dédié. Comme ça, elle ne dérange pas les autres. Les upgrades non inopinés. Ça, c'est terrible quand on a du Debian, en particulier. Il y en a quelques serveurs Debian, les autres sont CentOS, voilà, mais on a beaucoup de Debian aujourd'hui. On a mis une interdiction d'apt-get upgrade tout seul des bases de données. Parce que sinon, ça redémarre la base de données. Voilà. Donc, on a mis là, il y a un blocage voilà, qu'on fait directement sur APT, c'est une conf d'APT. Hein. Mais à l'époque, on avait oublié, bim, une base de données est tombée pendant 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a redémarré tout seul. APT a fait ça pour nous, pas de souci. Et l'incident les plus compliqués à déboguer, c'est les Transparent Huge Page, c'est une fonctionnalité du kernel Linux. Et Postgre fait, il utilise ça. Et quand il fait ça, parfois la base tombe en performance vraiment médiocre. Et on ne sait pas pourquoi. Parce que tout va bien, les disques, les chiffres sont bons, la consommation de CPU est très basse, mais rien ne marche, c'est super lent, les requêtes sont lentes, les écritures ne marchent pas. On va voir, c'est Transparent Huge Page, c'est une fonctionnalité de Linux, qui c'est des pages, des groupes de pages de données en RAM qui sont plus gros. Et Linux, parfois, il ne sait pas gérer ça, et il l'envoie vers le swap. Voilà. Et ça, KO. Sinon, sur AWS, très important. Il y a des limitations des blocs device EC2, EBS. Voilà. Et du coup, la base elle est vraiment très, très, très performante. Il faut passer sur des instances avec des disques SSD intégrés. Ces instances-là, elles n'ont pas de snapshots possibles. Donc voilà, pour notre plus grosse base de données, c'est des instances avec disques intégrés, mais bon, on a 4 réplicas quand même. Voilà. Et pour les bases RDS, AutoVacuum, il peut faire mal, il peut piquer, parce que le GPS, il y a des crédits d'I/O, et parfois l'AutoVacuum passe, les crédits d'I/O tombent à 0. Donc la performance devient médiocre aussi. Donc il faut passer du I/O provisionné et gérer AutoVacuum correctement. Voilà.
Et quand on tourne Sketch, parfois il y a des logs, les développeurs ne sont pas au courant quand ils font du ajout de colonnes avec valeur par défaut, etc. Voilà. Juste pour terminer, il y a du tips là pour les bases de données. Hein. Faites attention au type d'instance que vous allez utiliser. Parfois, il faut mutualiser parce que ça coûte vraiment très cher. Voilà, les coûts peuvent exploser. Donc, il y a des points d'attention, tout simplement. Et faites très attention au vendor lock-in quand vous êtes sur Aurora ou RDS, parce que sortir de ça, parfois, n'est pas facile. En particulier Aurora. Voilà, j'ai encore 30 secondes, juste pour parler. OK, c'est juste pour dire ce qu'on a comme d'autres bases de données. Voilà. Postgre, on a plus de 200 instances. MySQL, il y a quelques-uns, en sachant que Le Bon Coin, c'est un groupe. Hein. Ce n'est pas qu'une société. Donc, il y a d'autres sociétés qu'on a rachetées, tout qui utilisent du MySQL ou du Oracle. Il y a un cluster Microsoft SQL Server. Et côté NoSQL, on utilise Elasticsearch beaucoup. Quelques influx DB, spécialement pour les time series. Et des caches Redis, il y a beaucoup aussi. Voilà. Est-ce qu'on va arrêter d'utiliser Postgre pour autre chose? Non, jamais. Tant que je suis vivant, ça ne va pas arriver. Et voilà, merci.